everyone and welcome. I am joined today by Gilbert Doktorov. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur. Je recommande à tout le monde de suivre sa page Substack pour des analyses très éclairantes sur les événements mondiaux. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Très heureux d'être avec vous. Je voulais commencer par le sujet de l'Allemagne, car il s'agit d'un événement clé qui pourrait aussi représenter une nouvelle étape très dangereuse dans l'escalade de la guerre par procuration. En effet, Friedrich Merz propose une production conjointe de missiles Taurus avec Kiev. Il me semble que l'Allemagne cherche un autre moyen d'attaquer la Russie tout en prétendant ne pas attaquer. J'imagine que tout le problème, c'est de vouloir changer les règles de la guerre par procuration. Donc, si vous envoyez les missiles et qu'ils sont utilisés pour attaquer la Russie, vos empreintes sont pratiquement partout. Et comme l'ont dit les Russes, vous avez des politiciens, des chefs militaires et les médias qui affirment que ces missiles seront opérés par les Allemands et que les Russes ont le droit de riposter directement contre l'Allemagne. Alors, comment l'Allemagne peut-elle attaquer la Russie tout en prétendant ne pas être impliquée? Je veux dire, c'est dans cet espace difficile qu'ils essayent de manœuvrer, je suppose. Vous savez, quelles sont les règles de la guerre par procuration? Et oui, donc la prochaine étape semble maintenant être cette production conjointe, ce qui soulève beaucoup de questions. Alors, comment analysez-vous cette situation? Eh bien, après avoir publié ce matin mon essai « Chaise chaude, pas chaise », d'ailleurs, je ne revendique pas la paternité de cette expression. Elle nous ramène au début des années 1940, avec Charlie Chaplin et d'autres regards humoristiques sur ce qui se passait en Allemagne, ce qui en réalité n'était pas très drôle. Quoi qu'il en soit, le chancelier Merz prend un pari, mais il a toujours été en quelque sorte un preneur de risques. Et il part du principe, d'abord, que l'article 5 serait effectivement appliqué pour défendre l'Allemagne si les Russes attaquaient. Je pense aussi qu'il suppose que les Russes tiendront parole et que toute attaque qu'ils mèneraient contre l'Allemagne viserait une installation militaire. Probablement, si cela a du sens, l'usine, je crois qu'elle se trouve en Bavière, qui produisait, jusqu'à cette année, le missile Taurus, et qu'il ne s'agirait pas d'une attaque politique profonde contre Berlin, contre son gouvernement ou contre lui personnellement. C'est une hypothèse relativement sûre. Cela servirait peut-être ses objectifs d'augmenter le budget allemand et le budget de l'UNOPR pour l'industrie militaire si les Russes attaquaient effectivement l'Allemagne. Il est donc difficile de savoir exactement quel est son calcul. J'essaie de suggérer qu'il pourrait y avoir une certaine rationalité derrière ce qui semble être une position totalement irrationnelle de Merz en Allemagne. Eh bien, qu'en est-il de la position russe? Pensez-vous, encore une fois, qu'il s'agit d'un avertissement très sévère de leur part? Je veux dire, on entend la même chose de la part de Lavrov, qui affirme qu'il s'agit d'une attaque directe de l'Allemagne. Ils établissent également certains parallèles historiques, disant que les Allemands suivent le même chemin qu'ils ont emprunté plus d'une fois au siècle dernier. Et encore une fois, nous avons souvent tendance à écarter ces choses, je pense, un peu trop facilement. C'est-à-dire que nous disons « Oh, nous avons le droit d'aider l'Ukraine à se défendre ». Mais on pourrait soutenir que la Russie a le droit d'aider le Yémen à se défendre, ou n'importe quel autre pays attaqué par des pays de l'OTAN. Mais si vous avez des missiles russes à longue portée, opérés par des soldats russes, guidés par leurs satellites, frappant en plein cœur de Londres ou Hammergwein, Tichenor, vous savez, nous ne dirions pas simplement « Eh bien, ils ont le droit d'aider un pays à se défendre ». Je veux dire, en ce qui concerne la légitime défense, je pense que cette attitude de dédain
Et les gens sont très prudents lorsqu'il s'agit de critiquer les actions de leur gouvernement, car tout ce que vous dites peut maintenant être interprété comme une aide ou comme prendre le parti de la Russie. Donc, personne n'est vraiment autorisé à dire l'évidence, mais il s'agit d'une attaque directe. Alors, comment pensez-vous que les Russes vont réagir? S'agit-il simplement d'un bluff, ou pensez-vous qu'ils pourraient réellement lancer une attaque et détruire ces installations? Parce que je veux dire, la menace de l'OTAN, comme toutes les menaces, dépend des capacités et des intentions. Et indépendamment des intentions des pays de l'OTAN, s'ils n'ont pas les capacités, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Eh bien, prenons un peu de recul et voyons comment les Allemands se sont retrouvés dans cette situation. Car cela ne s'explique pas uniquement par la personnalité de M. Merz, même si c'est un facteur important. Il faut remonter peut-être 10 ans ou plus, lorsque l'Alternative für Deutschland a lancé tout cela. Ce qui peut sembler un peu étrange, étant donné que l'AfD est aujourd'hui l'un des plus grands opposants à ce que Merz veut faire. Mais ils ont lancé ce mouvement dans le sens où ils ont repris les slogans « Amis go home »,« Américains rentrez chez vous », qui étaient auparavant plutôt des revendications de la gauche. Et ils affirmaient que les Allemands d'aujourd'hui, cette génération, ne portent aucune culpabilité pour les péchés de leurs grands-pères, ce qui est une chose raisonnable à dire, sauf si vous êtes allemand, et sauf si vous avez la Russie comme voisine, qui ne pardonne pas. Mais n'oublie certainement pas ce qui s'est passé. 26 millions de citoyens sont morts dans la guerre qui a été menée, dirigée par l'Allemagne. Donc je pense que l'AfD a libéré cette nouvelle pensée allemande, selon laquelle nous sommes innocents, que nous sommes des Européens, avec des valeurs européennes, et a permis aux Allemands, en particulier aux Verts, de monter sur leur tribune et de commencer à faire la leçon aux Russes pour violation des droits de l'homme et des principes universellement acceptés sur la manière dont les États doivent se comporter en Europe. Ainsi, l'AfD a déclenché ce mouvement, mais il a ensuite été repris par tous les partis allemands, et il est allé beaucoup plus loin, comme nous le voyons aujourd'hui. Il a été adopté par de véritables tendances revanchardes qui se trouvent au centre et au centre droit, dont M. Merz est le cas le plus emblématique. Voilà comment nous en sommes arrivés là. Qu'attend M. Merz? Qu'est-ce qu'il pourrait attendre? Eh bien, il pourrait avoir des doutes. Les Russes vont-ils vraiment faire cela? Après tout, ce que nous, Allemands, nous apprêtons à faire n'est pas plus une violation des lignes rouges de la Russie que ce que les Américains, les Britanniques et les Français font déjà sans aucune conséquence. Mais j'ajouterais simplement que du point de vue russe, les 3 autres pays étaient autrefois des alliés, et ils hésitent à les identifier comme les principaux ennemis de la Russie, alors que l'Allemagne n'était pas un allié. C'est précisément la force qui a mené cette attaque dévastatrice contre la Russie à partir de 1941. Et les Russes estiment avoir carte blanche pour se venger de ce qu'ils considèrent comme un pays dirigé par des néo-nazis. Maintenant, pour revenir à M. Lavrov, et vous le paraphrasiez il y a un instant, c'est bien à un cheveu de dire que Merz est un nazi. Ils ont dit « comme Hitler merzait ». Bon, d'accord, c'est vraiment à un souffle de dire que Merz était Hitler aujourd'hui. Eh bien, l'idée que les autres le font, donc nous pouvons le faire aussi, est une façon dangereuse de voir les choses, car l'Allemagne n'est pas la même. D'une part, les Russes sont confrontés à ce dilemme depuis longtemps, c'est-à-dire, devons-nous riposter et risquer une guerre plus large, ou ne pas riposter et ainsi encourager nos adversaires à aller plus loin. Ils sont donc sous pression pour marquer le coup, car à Moscou, certains disent que Poutine a laissé la situation dégénérer parce que les lignes rouges fixées ont été franchies sans réelles conséquences.
Voilà mon point. Les Allemands ne sont pas comme les Américains, les Français ou les Britanniques. Tout d'abord, l'Allemagne ne possède pas d'armes nucléaires. Elle devrait donc compter sur l'article 5. Ensuite, comme vous l'avez dit, l'Allemagne a également une histoire très particulière en ce qui concerne la mort et la destruction qu'elle a infligée à l'Europe, en particulier aux Russes. Donc beaucoup de choses semblent reposer sur l'idée que l'article 5 tiendra. Mais vous savez, l'article 5 n'oblige pas réellement le reste de l'alliance militaire à attaquer ou à venir en aide. J'ai oublié le texte exact, mais c'est plus ou moins qu'ils peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugent appropriées, y compris l'usage de la force militaire. Mais l'idée que cela déclenche automatiquement une réponse militaire forcée n'est pas nécessairement vraie. Et même si c'était ce que disait le texte, j'imagine que des pays comme les États-Unis réfléchiraient à 2 fois avant d'honorer un accord si cela impliquait une annihilation nucléaire. Parient-ils donc désormais entièrement sur cet article 5 du traité de l'OTAN? Eh bien, si Merz fait cela, il commet une erreur terrible. Je pense que Donald Trump et son équipe ont laissé entendre, voire déclaré ouvertement, que si l'un des pays européens poursuivait la guerre par procuration avec la Russie, il serait livré à lui-même. Et c'est exactement ce que les Russes présenteraient au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont exposé leurs prochaines étapes de manière assez claire. Ils ne se contenteraient pas d'appuyer sur un bouton pour envoyer les missiles Iskander ici ou là. Ils présenteraient leur dossier selon lequel l'Allemagne est désormais en guerre avec la Russie et ils l'apporteraient au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ils diraient ouvertement, nous sommes sur le point de détruire tel ou tel site en Allemagne, sachant pertinemment que leurs missiles hypersoniques sont imparables et que la destruction qu'ils annoncent devant le monde aura bien lieu. Voilà donc où le chancelier Merz commet une erreur terrible. Il refuse, comme vous le dites, de comprendre que l'Allemagne n'est ni l'Angleterre ni la France, qu'elle est particulièrement vulnérable et qu'elle n'aura probablement pas le soutien des Américains. C'est un excellent point. Oui, les Russes adopteraient probablement aussi cette approche, car l'une des choses qui limite actuellement la Russie, alors que la tension monte à Moscou, c'est le fait qu'ils ont d'autres partenaires internationaux, que ce soit la Chine, l'Inde, avec lesquels ils souhaitent conserver une bonne réputation. Mais s'ils vont à l'ONU et expliquent « Écoutez, c'est l'Allemagne qui nous attaque », il n'y a pas 2 façons de voir les choses. Nous avons le droit à la légitime défense. Nous n'allons pas anéantir la nation, mais nous allons détruire, comme le dit une grande partie de la direction politique actuelle, leurs capacités militaires qui sont utilisées pour nous attaquer. C'est une réponse mesurée. Ensuite, même s'ils ne l'approuvent pas, les Chinois, les Indiens et d'autres pourraient au moins comprendre et bien, peut-être ne pas détourner le regard, mais cela ne serait pas perçu comme une attaque surprise irrationnelle. Donc, selon votre raisonnement, si les Russes commencent à porter cela devant l'ONU, c'est à ce moment-là que les Allemands devraient effectivement commencer à s'attendre à une frappe sur leur pays. Eh bien, Merz aggrave vraiment la situation. Lorsqu'il a parlé hier avec Zelensky, à la fin de leur discussion, il a évoqué cette production conjointe sans préciser où elle aurait lieu, évidemment pas en Ukraine, car l'usine ne survivrait pas à la pose des fondations si un tel projet était lancé. Mais il s'est arrêté là, c'est-à-dire qu'il n'a pas directement contredit ses partenaires de coalition du SPD, les sociaux-démocrates, qui ont poursuivi la politique de l'ancien chancelier Olaf Scholz en refusant d'envoyer le Taurus en Ukraine. Mais la nouvelle du jour, et c'est la dernière dépêche des médias russes, c'est qu'il a déclaré qu'il livrerait finalement le Taurus. Il parle d'un délai de quelques semaines.
En réalité, lorsque tous les pays occidentaux qui aident l'Ukraine, à commencer par les États-Unis, disent qu'ils le feront dans quelques semaines, cela signifie qu'ils l'ont déjà fait. Les missiles ont déjà été livrés à l'Ukraine, donc c'est une affaire entendue. Il anticipe quelque chose qui s'est déjà produit. S'il a fait cela, et si la mission se poursuit, alors nous ne sommes qu'à quelques semaines du scénario que vous et moi venons d'évoquer. Une discussion au Conseil de sécurité des Nations Unies à ce sujet, et probablement une attaque russe. Sur quoi exactement, ce n'est pas clair. L'usine qui produisait les Taurus est hors service. Ils disent attendre de nouvelles commandes. Donc, attaquer une usine non opérationnelle ne semble pas servir à grand-chose. J'ignore aussi précisément où les Taurus ont été fabriqués, car il s'agit d'un projet conjoint suédo-allemand. Il se pourrait que le lot de missiles Taurus ait en fait été construit en Suède. Cela devient donc plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Eh bien, encore une fois, je pense qu'on ne mesure pas assez en Occident à quel point l'histoire allemande joue encore un rôle, car nous avons tendance à considérer l'Allemagne actuelle comme un pays qui a tiré les leçons de son passé et qui ne suivrait plus jamais de telle voie. Mais encore une fois, c'est ce que voient les Russes. C'est la même Allemagne qui, à l'heure où nous parlons, est en réalité complice d'un génocide à Gaza, tout en soutenant les éléments fascistes en Ukraine. Je veux dire, c'est quelque chose que nous avons tendance à trop minimiser ici en Occident aujourd'hui. Ce qui est assez étrange, parce que avant l'invasion russe en 2022, c'était un sujet dont les médias parlaient ouvertement, et les politiciens aussi. Les grands médias occidentaux discutaient du fait que les éléments fascistes en Ukraine posaient problème, qu'ils avaient trop d'influence. Puis, soudainement, la Russie envahit et tout cela disparaît. Mais il est important de garder à l'esprit que cela a disparu de nos médias, pas des médias russes. L'idée selon laquelle Zelensky a des origines juives, donc on peut simplement écarter toutes les preuves concernant les personnes qui occupent des postes clés, est très dangereuse. Et encore une fois, ils y voient une continuité historique plus large. Ils voient les éléments ukrainiens des mouvements fascistes coopérer avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vu, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et d'autres les soutenir pour affaiblir l'Union soviétique, et maintenant, c'est en quelque sorte la même chose à nouveau. Donc oui, pour répéter ce point, j'ai vraiment l'impression que le sang bout à Moscou en ce moment. Ils sont très en colère à ce sujet. Je n'arrive pas à imaginer des missiles allemands s'abattant sur des villes russes, tuant des Russes, et qu'ils détournent simplement le regard. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Comment est-il possible que l'Allemagne envisage réellement cela? Eh bien, les États-Unis ont contribué à cela, et plus particulièrement Donald Trump, comme il pourra ressortir davantage au cours de notre discussion ce matin. Je suis assez sensible aux intentions et aux initiatives de Trump. Cependant, il existe des effets secondaires que lui et ses conseillers n'avaient sûrement pas anticipés. L'un des effets secondaires du retrait ou de la réduction de l'attention des États-Unis envers l'Europe et du retrait de l'OTAN, sinon de jure, du moins en pratique en réduisant leur soutien à l'OTAN, c'est que l'Europe a été libérée et laissée à elle-même. Et il y a beaucoup de choses malsaines en Europe qui étaient maintenues sous la surface ou invisibles en raison de la présence américaine. Maintenant que l'Amérique se retire de l'Europe, ses forces sont libres de se manifester et d'essayer de prendre le contrôle de la politique. Et l'Europe devient vraiment un projet de guerre, non plus un projet de paix. Jusqu'à présent, l'animosité et l'hostilité sont dirigées contre la Russie.
Mais je pense qu'avec la direction que prend l'Europe aujourd'hui, avec toutes les forces revanchardes que l'on voit en Allemagne, et elles ont des équivalents ailleurs sur le continent, nous pourrions assister à de nombreux conflits internes en Europe qui étaient contenus, maintenus sous la surface par la domination américaine sur l'Europe. Cela a été, je suppose, l'avantage d'avoir les Américains en Europe. On souligne toujours qu'ils ont joué le rôle de pacificateurs, permettant de préserver une certaine cohésion au sein de l'Europe, d'éviter une concurrence trop féroce et aussi d'empêcher les pays de faire quelque chose d'imprudent. Je pense que, trop souvent, sous l'ancienne conception libérale, nous croyions que nous avions tous découvert la démocratie et les droits de l'homme, unis par des valeurs communes. Mais je ne sais pas, en tant que réaliste politique, j'ai tendance à voir les choses davantage en termes de pouvoir. C'est-à-dire que les États-Unis étaient là et ont mis un couvercle sur certains de ces problèmes. Mais maintenant, bien sûr, tout cela ressort. Et je pense que, étant donné que nous sommes en train de perdre cette guerre, nous avons tout misé là-dessus. Je veux dire, l'économie, nous avons envoyé tout ce que nous avions de militaire. Tout a été misé sur la défaite des Russes là-bas. Maintenant que nous perdons la guerre, on peut voir la désespérance et les réactions potentiellement folles qui s'annoncent. Mais comment l'Amérique se positionnerait-elle dans un tel cas si les Allemands commençaient à mener, appelons-les, des attaques directes contre la Russie, et que la Russie décidait, eh bien, nous irons devant les Nations Unies, nous allons riposter, nous avons le droit à la légitime défense. Que feraient les Américains? What would the Americans do? Abstain. Yeah. I think that Trump could get away. Je pense que Trump pourrait s'en sortir ainsi. Il existe de nombreuses limitations à sa liberté d'action, même en matière de relations internationales, comme on le voit avec la façon dont Lindsey Graham a rassemblé 80 voix au Sénat pour imposer de lourdes sanctions à la Russie. Mais en ce qui concerne la manière de voter au Conseil de sécurité des Nations Unies, je pense que Trump a les mains complètement libres. Et je ne serais pas surpris que, si cela devait être soumis au vote, les États-Unis s'abstiennent. Eh bien, il semble que nous soyons arrivés au point où, du moins, les Russes estiment qu'ils doivent établir des règles claires pour cette guerre par procuration. Car encore une fois, comme je l'ai dit au début, je pense que cela a été l'une des questions clés au cours des 3 dernières années et plus. Quelles sont les règles de la guerre par procuration? Encore une fois, l'ancien directeur de la CIA, Leon Panetta, parle de guerre par procuration. Boris Johnson parle de guerre par procuration. Le sénateur américain Marco Rubio, tous la définissent comme une guerre par procuration. Et vous savez le type d'arme que l'on peut utiliser. Cela n'a cessé de s'intensifier, donc nous avons changé les règles. Et puis, je pense que nous sommes arrivés à un point très critique, lorsque nous avons commencé à dire, eh bien, pourquoi la guerre devrait-elle se limiter au territoire ukrainien? Après tout, pourquoi la Russie devrait-elle être un espace sûr? Et alors nous avons accepté, encore une fois, que des chars allemands pénètrent en Russie, que des frappes de missiles touchent en profondeur des villes russes. Mais maintenant, bien sûr, les Russes disent, pourquoi l'Europe devrait-elle être un espace libre? Pourquoi serait-elle à l'abri des attaques? C'est encore une fois, comme vos dirigeants le reconnaissent également, une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie qui se déroule en Ukraine. Et encore une fois, le développement naturel, c'est que cette guerre va s'intensifier et s'étendre. Donc c'est juste. En Russie, les derniers sondages montrent que Poutine bénéficie de 82% de confiance. Mais je ne crois pas à ces chiffres. Il y a 1 ou 2 ans, certains de mes collègues disaient que le haut commandement russe était très insatisfait de la manière dont Poutine dirige cette guerre
etc. Je n'ai pas pris cela très au sérieux parce que je pense que la subordination de l'armée au pouvoir civil en Russie est totale. Mais aujourd'hui, je pense que les Russes sont assez fatigués de cette guerre. Et je crois qu'il existe un fort courant d'opposition à sa poursuite prolongée, une guerre d'usure pour les 20 prochaines années, ce qui a été suggéré par M. Medinsky lors des dernières négociations. Donc, je pense que la main de M. Poutine sera forcée. Je ne pense pas qu'il ait d'autre choix sur le plan intérieur que de répondre avec une grande force à toute participation allemande à une attaque de missiles, ou plutôt à une attaque aérienne de longue portée contre la Russie, que l'Allemagne faciliterait ou permettrait. Le pays est une démocratie à sa manière, et il n'est pas un dictateur. Il n'est pas Joseph Staline. Il y a quelques jours, de façon assez choquante, une IA a reproduit Joseph Staline dans l'émission de Solovyov, où Staline expliquait à quel point le peuple russe avait été important pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes parmi l'ensemble des nationalités soviétiques. Parce que le peuple russe n'a pas dit « notre direction ». Cela se passe après 1941-42, lorsque les forces russes ont été repoussées jusqu'à Moscou. Ils n'ont pas dit « notre direction n'est pas bonne, nous devrions la changer ». Bien sûr, c'était une véritable moquerie, l'idée que la population civile russe aurait pu se débarrasser de Staline en disant qu'il n'était pas un chef de guerre efficace. Cela dépasse notre imagination. Mais aujourd'hui, c'est envisageable. Poutine n'est pas Staline. Et oui, il pourrait être évincé du pouvoir, je le crois, s'il ne pouvait pas répondre de manière appropriée à une attaque allemande. Eh bien, cette pression qui s'exerce sur Poutine pour qu'il adopte une position plus dure, on constate aussi que les Russes deviennent beaucoup plus agressifs sur le champ de bataille. Et récemment, Trump a déclaré que Poutine était fou, ce qui est une façon très étrange de s'adresser à un autre dirigeant mondial, surtout lorsqu'on est en pleine négociation. Mais encore une fois, de mon point de vue, j'ai trouvé cela étrange, parce que, comme vous le disiez, il subit une forte pression pour ne pas être trop conciliant, pour être plus agressif, pour répondre à ces escalades. Mais d'une certaine manière, cela a été présenté comme si Poutine était fou, ce qui soulève la question de savoir si vous pensez que Trump est bien informé, car le président Poutine lui-même a déclaré qu'il ne pensait pas que Trump était informé. Pourquoi les Russes feraient-ils une telle déclaration contre Trump? Les Russes, comme Gaskov, a fait une déclaration de ce genre. Je pense que c'était une déclaration très bien calculée. Ils ne veulent pas révéler où, selon eux, se situent les sympathies de Trump, ni quel niveau de compréhension ils ont avec lui. Cela ne servirait pas leurs intérêts. Ils jouent donc le jeu et ont publié une réponse diplomatique très mesurée, disant que oui, la situation est aujourd'hui assez difficile et qu'ils comprennent les réactions émotionnelles. C'est ainsi qu'ils ont géré la situation. Mais ce n'est pas ce qu'ils pensent réellement. Ils pensent, ou je pense qu'ils pensent, et moi-même je pense, qu'il ne faut pas écouter Trump. Il faut l'observer. Ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, est calculé. L'idée qu'il est un bouffon, qu'il ne suit pas l'actualité, qu'il passe son temps à jouer au golf et qu'il se moque complètement de ce qui se passe, est une pure absurdité, qu'il fabrique délibérément dans le but de déstabiliser ses adversaires, afin de leur permettre de penser qu'il est un autre Biden, manipulable par ses subordonnés de façade et susceptible d'être contraint de faire ce qu'ils veulent, et non ce qu'il veut lui. C'est un jeu. C'est un très bon acteur. Il est passé à la télévision. Il sait jouer la comédie. Et je trouve surprenant que certains de mes collègues se laissent prendre à ce jeu et décident qu'il est réellement mal informé, que des gens lui soufflent des choses à l'oreille et qu'il les écoute. Pas du tout.
Je pense à l'homme qui a prononcé ce discours dévastateur, très bien préparé, en Arabie Saoudite, sur les crimes des néoconservateurs, et à quel point il était admirable que l'Arabie Saoudite se soit tissée vers la prospérité par ses propres moyens, sans dépendre des guerriers américains qui introduisaient la démocratie et une vie meilleure dans le monde. Ce discours, il ne l'a bien sûr pas écrit lui-même, mais il l'a lu et il savait ce qu'il lisait. Et c'était un discours absolument inconcevable venant d'un bouffon, ou préparé par un bouffon. Il sait ce qu'il fait. Et je regarde ses actes. Que fait-il parce qu'il dit? Et à cet égard, il peut faire des choses très étranges, mais que j'anticipe. Par exemple, que se passe-t-il si le projet de loi du Sénat proposé par Lindsey Graham est adopté, qu'il ne peut pas être mis en veto et qu'il est obligé d'imposer des sanctions? Je pense que Trump va chronométrer cela, de manière à ce que cela ressemble à une compensation. Eh bien, je me retire de la situation en Ukraine. C'est au-delà de nos capacités de résolution. Mais j'impose des sanctions aux Russes pour modérer leur comportement. Et j'arrête aussi toute cette aide à l'Ukraine pour modérer leur comportement. Cela paraît très raisonnable, et ce serait tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Donc, je le vois comme étant bien plus intelligent, bien mieux informé, si vous me permettez de le dire, que vous ou moi. Il dispose de bien plus de sources d'informations que nous. Et je pense que c'est une erreur de sous-estimer ce que l'équipe Trump prépare. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'apprécier, mais la sous-estimer serait une erreur. Oui, c'est une question intéressante de savoir s'il est un peu bouffon, comme on dit. Il suffit d'écouter la dernière personne qui lui a parlé, ou s'il est facile à influencer. Ou bien, si comme tu l'as dit, c'est un jeu, car il est intéressant de voir que s'il est si incompétent, on se retrouve dans cette situation où il semble organiser une sorte de compétition. Qui pourra gagner le plus son affection, Zelensky ou Poutine? Et c'est un peu ainsi qu'il compte obtenir son pouvoir, en ne s'alliant étroitement à aucun des deux et en paraissant neutre. C'est un bon jeu à jouer, car si tu t'unis à l'un, tu aliènes l'autre, et l'autre n'a alors plus rien à défendre. Mais je ne suis pas sûr que les Russes veuillent jouer à ce jeu, car il semble maintenant que les Américains ont mis en place une situation où ils peuvent continuer la guerre par procuration contre la Russie, tout en exigeant essentiellement que la Russie ne réagisse pas, car alors ils seraient considérés comme fous, agressifs, et ils perdraient l'affection de Trump. Je ne suis pas certain qu'ils veuillent jouer à ce jeu. Et en termes de communication, pensez-vous qu'il y ait, du côté russe, un rôle délibéré pour l'ancien président Medvedev? Que Poutine essaie d'adopter un ton plus mesuré, jouant le rôle du bon flic, puis qu'il lâche son pitbull, c'est-à-dire Medvedev, qui intervient en menaçant effectivement d'une troisième guerre mondiale. Est-ce ainsi qu'ils mènent leur stratégie d'information? Parce que j'ai du mal à imaginer que ce soit simplement... Il semble toujours que Poutine propose l'option douce. Puis voici M. Medvedev qui représente notre alternative, vous voyez. Oui, ce sont deux facettes d'une mise en scène, et cela n'a rien de surprenant. Il vaut mieux qu'il fasse semblant plutôt que de s'attaquer directement à la gorge. La position de la Russie est de suivre sa propre étoile polaire. Écoutez, la semaine dernière, nous avons entendu des recommandations des États-Unis selon lesquelles les Russes devraient se débarrasser de Medvedev, nommer une nouvelle équipe, remettre leur mémorandum à l'avance. Que font-ils? Les Américains prendront connaissance du mémorandum russe le 2 juin lorsqu'il sera remis aux Ukrainiens. Pas d'avertissement préalable, pas d'informations anticipées. La discussion que certaines personnes, y compris des Américains, ont soulevée à propos du déplacement des négociations à Genève, cela ne se fera pas à Genève. Les Russes et les Turcs ont convenu
que cela se déroulerait à Istanbul, et ce sera à Istanbul si cela a lieu, le 2 juin. M. Murdinsky dirigera la délégation. En résumé, les Russes écoutent M. Trump. Ils ne l'insultent pas, mais ils font exactement ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils estiment être le mieux pour défendre leurs intérêts nationaux. Et cela va continuer ainsi. M. Trump peut faire semblant d'influencer ou de diriger les choses, mais ce n'est pas le cas. Concernant les négociations, pourquoi n'y a-t-il pas de véritables négociations au temps Russie? Parce que je faisais remarquer, bien avant l'invasion russe, que le conflit était artificiellement présenté comme un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais parce que l'OTAN a déclaré « Nous allons nous élargir. Nous avons une politique de la porte ouverte, la décision a été prise. » En d'autres termes, toute cette responsabilité des grandes puissances, entre Américains et Russes, de se réunir et de trouver une architecture de sécurité européenne qui ne soit pas trop fondée sur le jeu à somme nulle. Cela a été en fait, oui, ils ont fermé la porte à cette possibilité. Maintenant, nous allons nous élargir. Si vous voulez empêcher cela, alors vous avez un problème avec l'Ukraine, en réalité. Et nous continuons toujours sur cette voie, c'est-à-dire l'idée que l'Ukraine doit renoncer à ses ambitions d'adhésion à l'OTAN. Je ne pense même pas que la Russie s'en contenterait, car l'Ukraine pourrait changer d'avis la semaine suivante. C'était inscrit dans sa constitution. Elle n'était pas censée rejoindre de blocs militaires. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de discussion entre l'OTAN et la Russie? Ce sont les deux principaux acteurs de l'architecture de sécurité européenne qui devraient s'asseoir et, encore une fois, revenir à tout le format des accords d'Helsinki. Comment créer une Europe fondée sur la sécurité indivisible, sans ligne de division? Quelque chose qui soit un jeu à somme positive. Revenons à décembre 2021 et au porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le vice-ministre Ryabkov. Et là, je trouve la réponse à votre question. Il y a une première étape, puis une deuxième. Oui, toute la crise en Ukraine portait sur l'architecture de la sécurité européenne. Et logiquement, comme vous le dites, la négociation devrait se faire avec l'OTAN. Cependant, qu'a dit Ryabkov? Il a dit « Nous revenons. Nous revenons au statu quo d'avant l'élargissement de l'OTAN, 1997-1999. Nous revenons à cette période. C'est cela que nous voulons rétablir. » Et si vous n'acceptez pas, nous vous repousserons. Chasser l'OTAN d'Ukraine est la démonstration la plus importante de la capacité de la Russie à repousser physiquement l'OTAN. S'il faut marcher sur Paris, ils marcheront sur Paris. Et je pense que tout le monde comprend que s'ils détruisent l'armée ukrainienne, ils détruisent en réalité les capacités de l'OTAN. Et je ne pense pas que même les têtes les plus dures ici à Bruxelles manqueront de le comprendre. Donc, simisang esidoshut en Ukraine, le UNEP est vu scribe de capitulation en race. Eh bien, c'était ma dernière question. Même dans les médias occidentaux aujourd'hui, il y a des rapports indiquant que les Russes produisent beaucoup de matériel militaire lourd. Cependant, ils rapportent aussi que très peu de ce matériel est réellement envoyé au front. Ils sont déjà suffisamment approvisionnés. Ils ont déjà le personnel nécessaire. À la place, on observe la constitution d'une armée très puissante à l'arrière. Et nous savons aussi que les Russes disposent de missiles Oreschnik et qu'ils sont probablement en train de les produire en masse pour en obtenir le plus possible. Mais nous ne voyons pas non plus ces missiles Oreschnik être utilisés. Voyez-vous les Russes se préparer à une guerre plus large? Je ne dis pas que c'est une situation souhaitable. En effet, même les observateurs occidentaux reconnaissent que la Russie a fait de grands efforts pour éviter un conflit direct avec l'OTAN. Mais maintenant que nous arrivons aux dernières étapes,
L'armée ukrainienne s'effondre. Les Européens deviennent très désespérés. Les Allemands semblent désormais se préparer à mener des attaques directes contre la Russie. Les Russes se positionnent, se préparent à une guerre plus large, une fois que l'armée ukrainienne aura été brisée. Nous revenons là où nous en étions au début de tout cela, lorsque Lavrov a dit « Tenez bon, si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Eh bien, c'est une bonne réponse. D'accord. Eh bien, Gilbert Doctorow, merci beaucoup d'avoir pris le temps, surtout un jour férié. Je vous en suis reconnaissant. Passez une bonne journée. Merci. Avec plaisir.